en contre-avis par rapport à ceux qui veulent maintenir une convention fallacieuse, comme quoi la firme a encore une valeur positive, alors qu'elle n'en a absolument pas. Donc pourquoi l'interdire? Pourquoi l'interdire, cette vente à découvert? Elle est indispensable, et ça c'est purement du jeu. C'est purement du jeu. Bon, moi j'ai une culture marché à terme, j'ai une culture de marché de commodities. Je pense qu'un marché, quand il fonctionne, faire parier les gens sur l'avenir, c'est tout aussi utile que de forcer par exemple les agriculteurs de cette région qui produisent des racines de chicorée à contracter uniquement avec un seul industriel. C'est pas plus moral. Je préfère un marché qui donne une transparence et une possibilité d'intervention à ceux qui ont de l'information. Voilà. Donc je vais... Alors, je la parole. Non, je pense qu'on va prendre plusieurs parce qu'on est contraint. Si c'est pas une question, non. Ah non, non, je ne satisfais pas tous les vœux non plus de monsieur comme je ne voudrais pas nous embarquer dans un débat qui serait évidemment ingérable sur le plan temporel, donc je ne veux pas ajouter à ta difficulté, mais partant d'une hypothèse qui me paraît raisonnable selon laquelle les individus se comportent tels que les structures les amènent à se comporter, j'aurais aimé savoir quel sens ça a pour vous le terme de définanciarisation, parce qu'on a parlé de la financiarisation, et qu'est-ce que ça a est-ce que ça a un sens pour vous de définanciariser? Bon, au vu du temps qui nous reste, je propose qu'on en fasse un sujet de la table ronde finale de notre prochain événement, qui, nous nous y engageons, sera exclusivement féminine. Je propose qu'on prenne plusieurs questions, comme ça il n'y aura pas de gens frustrés, et après vous verrez le temps. Monsieur et monsieur. Bonjour, je suis Tom Lyons. Pour moi, je veux remercier tous les intervenants de ce qu'ils ont dit. Pour un anglais, évidemment, ce sont des questions autour desquelles on tourne depuis une bonne douzaine d'années. Mais il est bien d'entendre les perspectives que vous avez ici, de l'autre côté de la Manche, chez nous, si je veux dire, parce que c'est notre débat, évidemment. Et surtout, si j'ose dire, les réflexions de Jorian, ce ne sont pas des propos qu'on entend souvent dans le temps. Des perspectives. J'ai deux questions, une pour Jorian, une pour Renaud Duterte, le deuxième intervenant. Question pour Jorian, cette idée en ce qui concerne les prêts à la consommation. Est-ce que ça s'appliquerait aussi aux prêts à l'immeuble, étant donné que là aussi il s'agit de quelque chose qui a été déjà fabriqué ou construit? Question pour Renaud Duterte, question un peu plus compliquée en ce qui concerne la financiarisation et l'échelle de la question. Est-ce que vous voyez des liens aux tendances plus larges au sein des grandes entreprises internationales et nationales aussi, je pense, de transférer donc l'intérêt et la recette de bénéfice, si vous voulez, de ce qu'on voit traditionnellement dans la pensée économique, c'est-à-dire survaleur qui sort de la production, et arriver plutôt au point où on est maintenant, de plus en plus, il me semble, où les bénéfices se réalisent sur les rentes économiques, sur les avoirs, ce qu'on dit en français, les avoirs intangibles, y compris peut-être les avoirs financiers. Est-ce que j'ai tort, peut-être que je confonds deux choses. Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien réel entre ces deux, et avec la financiarisation en tant que telle, à votre avis? Oui, Pas par les avoirs intangibles, je comprends non seulement les avoirs financiers, mais bon, tout ce qui est propriété intellectuelle. Oui, j'ai bien l'idée d'une approche anthropologique des marchés financiers. En fait, le parallèle que vous faites entre le jeu d'argent, c'est-à-dire le poker, le loto, le casino, et puis
et puis ce qui a lieu à la bourse sous la forme de spéculation. Vous avez un sociologue, c'est Roger Caillois, qui a écrit un petit bouquin sur les jeux, qui s'appelle Des jeux et des hommes, et il explique que généralement le jeu il est séparé de la vie réelle, donc on joue sur le terrain de football, mais on ne joue pas en dehors du terrain de football. Et puis quand on est dans une courte récréation, la récréation elle a un début, elle a une fin, d'accord. Et quand le jeu pénètre dans la vie réelle, en fait ce qui était une passion devient une obsession, d'accord. Et c'est source de graves troubles psychologiques. Et puis ensuite vous avez des psychiatres qui vous expliquent qu'il peut y avoir un excès de jeu. Il peut y avoir des joueurs qui sont complètement compulsifs, et généralement ça conduit à un jeu pathologique avec une ruine individuelle et une ruine sociale. Et puis le meilleur parallèle qu'on puisse faire effectivement entre cette idée de jeu d'argent et de spéculation, c'est les fameuses bucket shops qui existaient aux États-Unis au XIXe siècle. Voilà. Et le bucket shop, ça correspondait à des gens qui n'avaient pas les moyens de jouer sur les marchés financiers, mais qui s'intéressaient quand même aux marchés financiers, et donc ils allaient parier effectivement sur l'évolution d'un cours d'un titre. Puis c'est comme les paris des turfistes, celui qui avait la plus forte évolution de cours d'un titre, il ramassait l'intégralité effectivement de l'argent. Et puis, donc ce n'était pas de l'argent qui était investi sur des entreprises, c'était simplement des paris qui servaient à rémunérer d'autres parieurs, et puis éventuellement le tenancier du bucket shop. Il a fallu attendre 1922 pour aboutir effectivement à la fermeture du dernier bucket shop aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces bucket shops, ils ont servi de prétexte dans des actions qui ont été menées par des gens qui travaillent sur les marchés à terme, qui avaient perdu beaucoup d'argent, pour faire valoir auprès des tribunaux un principe d'exception de jeu, c'est-à-dire je n'ai pas à payer ce que j'ai perdu exactement sur le marché à terme, parce qu'en fait ce que j'ai perdu c'est exactement ce que j'aurais pu faire au casino, et c'est la même chose dans un bucket shop, et c'est la même chose effectivement sur un marché à terme. Et vous avez des décisions de cour des États-Unis, qui interdisent, alors il y en a eu plusieurs, qui interdisent les marchés à terme au motif qu'il n'y a là que des jeux d'argent, qui n'apportent rien de fondamental à la société. Et pour terminer, je trouve que l'intérêt de la spéculation, on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire que ce serait plutôt interdire les marchés de capitaux. C'est-à-dire que quand on regarde l'économie après 1945, d'accord, l'essentiel du financement de l'économie ne se fait pas sur les marchés boursiers. Il ne s'est jamais fait sur les marchés boursiers. Il se fait par du prêt bancaire administré. La plupart des banques, elles obéissent effectivement à la Banque de France, elles sont nationalisées, d'accord, ou elles se fait sur autofinancement. C'est vrai aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, entre 1945 et 1970, d'accord, même, l'essentiel du financement de l'activité économique, elle se fait aussi sur du prêt bancaire et elle se fait sur l'autofinancement. Sur l'autofinancement. Sur l'autofinancement. Ce qui est intéressant, pour terminer par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a eu une petite interview dernièrement de Frédéric Lordon qui parle de l'impôt sur les grandes fortunes. Et il explique que la contribution, d'accord, de la finance de marché au financement de l'investissement des entreprises, c'est-à-dire si on prend simplement l'introduction en bourse qui finance l'activité, c'est 3%, d'accord. Et si on mesure par rapport au niveau de la spéculation, c'est 0,028%. Donc on peut très bien les fermer sans que ça change rien du tout fondamentalement au fonctionnement de l'économie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas? Oui, peut-être une petite réaction sur la présentation de Paul. J'ai beaucoup apprécié. Quel Paul? Il y a deux Paul. Ah, pardon, Paul Deminsky. Je connais un peu mieux oui, moi j'ai beaucoup aimé le concept de stéthos de l'efficacité financière qui devient en fait un mode de regarder le monde et la figure de l'homo financiarius. Et la manière d'en sortir, tu me dis, c'est en fait un retour à l'éthique, une éthique pour retourner sur le réel. Moi je me demande si entre les deux, et c'était, je vais en parler un peu dans l'exposé, on ne dit pas sur la question de l'idéologie, l'idéologie qui nous présente une image inversée de la réalité, et qu'il va falloir à un moment donné remettre à l'endroit pour pouvoir ouvrir la porte à ce dilemme éthique. Parce que quand on est encastré dans une image inversée de la réalité, c'est très difficile d'avoir un retour à l'éthique. Alors, moi j'aime beaucoup Paul Ricoeur, il y a sa idéologie et l'utopie, et ce qu'il dit c'est qu'en fait, une des fonctions de l'utopie, si on évite la fuite en dehors du réel, qui est un peu la maladie de l'utopie, c'est de nous guérir de l'idéologie en regardant le monde d'aujourd'hui à partir d'un ailleurs. Donc je me demande en fait si notre tâche, à nous, les économistes financiers hétérodoxes, c'est pas aussi de construire des utopies, quoi. Pas pour les réaliser, mais juste pour ouvrir les yeux sur la réalité qu'on vit, inverser le verre qui est inversé. Allez-y, c'est vraiment la dernière. Après, je vous propose que vous répondiez à celle que vous voulez brièvement. Si le financement sur les marchés, le financement des entreprises, en particulier sur les marchés, représente si peu de choses,
est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont vraiment les inconvénients de cette instabilité chronique des marchés financiers? Et en particulier, est-ce que cette instabilité, elle nuit à l'investissement productif des entreprises et de quelle manière? Bien, alors je vous propose maintenant que vous répondiez. On reprend dans l'ordre peut-être de parole, comme ça. Bon, effectivement, là, le sujet, notre sujet, c'est bien financiarisation qui s'étend dans la société et instabilité. Bon. Et pourquoi l'instabilité crée problème? C'est ça notre sujet. Bon. Donc, je voudrais juste répondre d'abord sur quelques questions méthodologiques, parce qu'elles sont, bien entendu, les statistiques doivent être prises avec énormément de précautions, plus encore lorsqu'on fait de la microéconomie que lorsqu'on fait de la macro, mais en réalité, il n'y a pas non plus une différence aussi grande que ça entre les deux types de statistiques, la fiabilité des statistiques. Bon, parce que, bon, alors, donc, juste quand même pour vous rassurer un tout petit peu, nous avons travaillé en parallèle donc, avec Yann Guy, sur des échantillons qui étaient cylindrés, des échantillons non cylindrés. Nous avons comparé les différents donc cylindrés avec une historicité. Donc, alors, est-ce qu'effectivement on a pris des entreprises qui étaient meilleures que les autres? Donc, on a comparé les ratios financiers, les performances financières. On s'est aperçu qu'en fait, les différences étaient peu importantes sur une même place financière, très importantes d'une place financière à l'autre. On a travaillé sur la composition, notamment les GAFA, on les prend, on les retire, on a travaillé sur les secteurs. En réalité, et donc on travaille sur quand même 271 entreprises aux États-Unis. On ne travaille pas sur le CAC 40, hein. On travaille 250 entreprises en France. Bon, donc on a calculé la valeur ajoutée, et le rapport, c'est quand même 25% de la valeur ajoutée de l'économie française. C'est quand même presque la moitié de l'investissement, au plan international. Bon, voilà. Bon, donc on est quand même sur des données, si vous voulez, quand même un peu une consistance. Hein. Et donc notamment pour faire des relations entre rémunération du capital et conditions de financement du capital. Là, il faut travailler sur des échantillons cylindrés et de grande ampleur. Voilà. Alors, et donc ça c'est quand même un point qui paraît très important. On va faire court. Oui. Et une de nos préoccupations, c'est justement de connaître quelles étaient les sources de rentabilité, notamment à travers les fusions-acquisitions, notamment à travers les ventes, les reventes d'entreprises. Donc on a calculé de manière très très précise. Bon, nous, le chapitre d'ailleurs va être consacré, une partie du chapitre du livre est consacrée à ça. Ce qui nous est apparu de manière avec force, c'est que les fusions-acquisitions avaient tendance, le premier impact des fusions-acquisitions était de diminuer la rentabilité. C'est pas une source de rendement immédiate, mais c'est une source de pouvoir monopolistique, soit en termes de pouvoir de marché, soit en termes de capacité d'innovation, et donc d'augmentation de la rente. Et c'est par la rente monopolistique et oligopolistique que finalement la rentabilité se fait. Alors, naturellement, la dernière question. Non, mais je réponds juste à la dernière question parce qu'elle est importante. Nous, en tant qu'économistes, on a un critère, c'est l'emploi. Voilà. Donc, l'impact sur l'emploi, il peut se faire par deux canaux possibles. Il peut se faire soit par l'intermédiaire du prix du capital. Bon. Et donc, naturellement, le caractère restrictif par rapport à l'investissement et donc, effectivement, l'impact sur l'emploi. Ça, c'est un aspect. Notre étude a montré que, c'est une prétention bien entendu, c'est une position, ce n'est pas le canal principal. Le canal principal est l'instabilité, le fait que les horizons prévisionnels des entreprises se rétrécissent, s'amenuisent, qu'elles sont soumises à des fluctuations qu'elles doivent gérer, qu'elles doivent intégrer dans des modèles de gestion financière, et que c'est par cet intermédiaire-là que l'essentiel de la restriction sur l'emploi s'est vécu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendance, nous avons employé, c'est mon dernier mot, nous avons employé le mot avec Yann et Michel Guettin de tension haussière sur le coût du capital. Pas de hausse du capital, de tension haussière. Par contre, avec des collatéraux, des effets collatéraux extrêmement négatifs sur la question de l'emploi. Merci. Paul Denitzky.
Merci. La question de l'homo financiarius et du voile idéologique en quelque sorte. La question est très importante. Je pense qu'il y a deux dangers. Le premier est effectivement une vision du monde qui est dégagée par ce qu'on continue à entendre dans les business schools et qui se retrouve ensuite au niveau des opérateurs et des jeunes professionnels, etc. Donc ça, c'est une dimension. Mais il y a une autre dimension qui se greffe sur celle-ci, c'est qu'on a l'impression, en discutant avec notamment des jeunes, d'une fragmentation de leur conscience quelque part. Et je pense qu'on serait passé par la même chose. C'est que la vie professionnelle, c'est une chose, et ce qui se passe dans cette vie professionnelle, et beaucoup d'entreprises d'ailleurs aident et demandent de ne pas réfléchir à ce qui se passe dans les salles de marché, par exemple, à la maison, puisqu'on signe tout un tas de choses qu'on ne va pas en parler, etc. Donc on sépare en quelque sorte cette partie de nos existences par rapport à une autre partie de nos existences, qu'elle soit privée, qu'elle soit sociale ou politique. Donc, ça renforce le biais idéologique en quelque sorte. Ça n'atténue pas, ça renforce le biais idéologique. Et là, on est peut-être face à une voie sans issue. C'est pour ça que je pense que les milieux professionnels, notamment les professions, que ce soit les professions financières, que ce soit les actuaires, que ce soit les comptables, les experts comptables, après la crise, commencent à prendre au sérieux la question de l'éthique et de distiller dans leur formation professionnelle cette dimension de déontologie professionnelle ou d'éthique, ça on peut discuter de la distinction entre les deux termes, pour obliger les signataires de leur charte, le CFA par exemple fait ça, de les obliger à avoir une position autonome par rapport au patron direct dans une structure hiérarchique en disant non, moi je signais ça, je ne peux pas le faire, ou je veux pas. Donc ça c'est la seule trouée dans cette paroi de verre idéologique qui effectivement me semble être. Si je peux répondre à la question sur pourquoi le jeu spéculatif sur les marchés est mauvais pour l'investissement réel. Je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est la captation de liquidité, tout simplement. Et cette captation de liquidité, parce que la tuyauterie financière aujourd'hui n'est pas construite pour amener les finances d'une caisse de pension aux besoins de financement d'une entreprise même moyenne. On raisonne par ticket de 50, 60, 100 millions, alors que de l'autre côté, on a besoin de 1 million à tout casser. Les coûts d'intermédiation sont juste gigantesques. Donc le coût du capital au bout du détail devient insurmontable, enfin inaccessible, et du coup il y a une exclusion. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher là où les coûts de transaction, les coûts d'intermédiation sont les plus faibles, c'est sur les marchés, c'est sur des sommes à 6, 7, 8, 10, 0, et effectivement c'est pour ça qu'il y a une captation en quelque sorte de la liquidité, et je pense que là il y a un appauvrissement effectif de l'investissement réel. Merci. Bon, on est d'accord qu'il y a 3 personnes qui m'ont posé une question. Non. Je suis navrée, je suis chiante, mais j'imposerai la même règle à tous. Même égalité de traitement. Je ne suis pas de la justice redistributive. Je suis pour l'égalité entre les deux. Vous allez me dire envers laquelle des 3 personnes vous êtes grossier. Ah non, non, c'est vous qui allez décider. Ah non. En tout cas, on a des trains. Alors, je vais quand même dire un mot à chaque personne. Bon. Monsieur parlait des bucket shops, je vous ai montré, effectivement, il y avait un truc qui existait à la Bourse de Paris qui était la coulisse, vous savez, c'était donc, voilà, et on l'interdisait, on ne l'interdisait pas, ça dépendait des époques, la jurisprudence était différente de la loi, et ainsi de suite. Je vous ai répondu. Monsieur, à propos de l'immobilier, je crois qu'il faudrait effectivement protéger l'immobilier d'une certaine manière. Vous êtes au courant de la thèse du Lord Adair Turner sur le fait que l'immobilier est sans doute la chose qui a déstabilisé le plus nos marchés. Sa thèse disant que chaque génération a vendu à des prix surfaits l'ensemble du parc immobilier et qu'il y a un effet tout à fait déstabilisant. Alors, quand même, pour terminer, je suis court. Autre argument que j'ajoute à celui de Paul contre la spéculation, les marchés, les positions nulles sur CDS, qui était l'équivalent de vente à découvert, et ça conduit en France à un débat assez houleux entre Mme Parizeau, à l'époque à la tête du MEDEF, et Madame Lagarde, qui à l'époque était au ministère, qui était à l'époque était au Fonds monétaire international, à propos de la Grèce, à propos des positions nulles sur CDS, parce que le Fonds monétaire international calculait le risque effectif sur les obligations grecques
à partir d'un calcul fait sur un chiffre globalisé de risque effectif pour des détenteurs de dette grecque et les positions à découvert, les positions nues. C'est-à-dire que le chiffre était inflated, comment dit-on en français, grossi artificiellement, mais les marchés reflétaient ce calcul du risque implicite qui était faux sur les taux qui étaient exigés de la Grèce. Donc il y avait là un effet de rétraction positive, comme on dit, c'est-à-dire un effet d'emballement, et qui était un enfant qui était simplement... c'était pas des gens sur des positions de protection de leur position, mais sur le fait de pousser le marché dans une direction particulière. Je crois que c'est un danger supplémentaire, en plus évidemment de la liquidité qui est absorbée. Merci beaucoup pour votre précision. Merci. Et votre réponse. Tu peux ajouter quelque chose? Moi, je serai encore plus bref pour laisser la conclusion. Le fait que les marchés financiers n'apportent pas des quantités énormes de financement n'empêche pas les modifications de comportement. Le mot financiarisme fait que finalement on a des décisions de fermeture de sites, d'indemnisation avec la création d'externalités négatives. Ce que tu as dit Paul sur la différence entre une relation et une transaction vient de là. Donc c'est les changements de comportement financier qu'il faudrait réussir à changer. Alors ça commence effectivement par des recherches qui en tiennent compte, des politiques publiques et évidemment des politiques éducatives, c'est même pour cela qu'on enseigne. Merci. Donc je propose maintenant de laisser la place aux organisateurs pour faire un peu le bilan. David et Thomas. Prends juste un verre d'eau. Oui. Le problème. Prends juste un verre d'eau. Alors ceux qui veulent prendre un verre d'eau, il y a une fontaine et vaut mieux que chaque fois vous en preniez deux, comme ça vous oui, on va mettre ça dedans. À la deuxième. Il était là pour le Distante. Il a réécrit un bouquin sur la related unrelated diversification. Vous savez de manière un peu plus simple. Et là, parce que bon, c'est bien. C'est toujours là. Oui, ça c'est moi, bien sûr. Et vous avez tout le dernier. sur les CDS and the September Allez, on y va. So, I don't know how good is your French. Probably you have been practicing it. You must practice. Vous savez,
La relation salaire Allez, David, On va rester du pas très loin après. Un dernier quart d'heure. Les capitaux refluaient. On va tenter de ne pas vous retenir Hélène. trop longtemps. Voilà, merci. Bon, voilà, on voulait juste vous apporter quelques mots de conclusion. Alors, dans un premier temps, peut-être, on a ici Pablo de Finance Watch qui souhaiterait vous dire quelques mots de cette ONG qui régulièrement s'associe à nos manifestations. Et bon, il y a quelques mots. Mais il n'a pas ce nom. Ah, c'est pas bon. Je diffuserai éventuellement les diapos si tu veux, un décalage. Tu peux pas le dire. Non, ça va aller, ça va aller. Thomas, donc, éventuellement, ce que je te propose, c'est, bon, tu avais déjà évoqué la question à l'ouverture, mais peut-être remettre un peu en perspective tout ça, et puis voir quelles sont les propositions qui sont actuellement étudiées pour peut-être institutionnaliser un peu nos rencontres et voir ce qu'on peut faire sur le long terme. On a aussi des belles équipes avec de nombreux atouts, donc on aimerait pouvoir continuer à travailler ensemble. Et on terminera, Roland et moi, sur un mot de conclusion, je pense. Que tu veux y ajouter. Ok, bon, un très beau colloque avec la fine fleur de la chevalerie financière hétérodoxe. Donc moi j'ai passé 3 belles journées, je pense que tout le monde également. La question maintenant, c'est comment on fait pour avancer, pour occuper le terrain. Je crois qu'on est tous plus ou moins éparpillés. On est éparpillés, c'est sûr. Certains d'entre nous, on est même isolés au sein de nos institutions respectives. Et si on veut exister face au mainstream, qui est d'ailleurs en train de s'approprier nos thèmes, celui de la finance durable par exemple, il va falloir qu'on soit unis pour être visible et qu'on occupe le terrain. Alors, comment faire pour occuper le terrain? Il y a cette année, on a eu un sacré coup de bol, puisque les Nations Unies ont ouvert leur axe français de SDSN, qui est le Sustainable Development Solutions Network, qui est un organisme créé par Ban Ki-moon en 2012, dont le président est Jeffrey Sachs. Et sur la partie française, SDSN qui est piloté par Paris Sciences Select, Université Cergy-Pontoise et Kedge Business School, SDSN France a un axe finance durable. Cet axe finance durable, j'en suis le coordinateur. On rassemble aujourd'hui environ 150 experts, qui sont à la fois des chercheurs, des praticiens, et puis des gens de la haute administration des institutions internationales. L'idée, c'est de trianguler, de mailler les expertises. La mission de SDSN, qu'est-ce que c'est? C'est de mobiliser les acteurs de la société civile pour atteindre les objectifs du développement durable. Alors, comment on peut s'organiser très concrètement? Sur la partie académique, ce qui nous concerne dans la salle, SDSN France a un véhicule qui s'appelle l'Alliance pour la finance d'après-crise, qui est en fait un regroupement de chaires académiques de plusieurs institutions. C'est un regroupement dont la gestion est assurée par convention entre Kedge Business School et le Collège d'études mondiales de la FMSH. C'est un réseau de chaires qui est ouvert. Pour l'instant, il y a 4 chaires. La chaire comptabilité écologique à AgroParisTech, Dauphine et Reims. La chaire éthique et finance à la FMSH. La chaire finance autrement à Kedge. Et la chaire UNESCO Bernard Maris à la FMSH. Voilà. Donc on a 4 chaires qui se sont regroupées sous l'égide de SDSN. Et dans un deuxième niveau, on peut aussi agréger des individus. Ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui ont répondu à l'appel. Moi, ce que je vous propose, c'est par défaut de tous vous inclure.
Donc je vais récupérer vos mails auprès de Roland, je vous mets dans la mailing list. Si vous ne voulez pas entendre parler, vous me dites arrête de m'embêter, donc je vous enlèverai de la mailing list, mais voilà, par défaut je vous inclus tous. Et l'idée vraiment c'est d'avancer en mode projet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher des numéros spéciaux dans des grandes revues, parce que pour exister aujourd'hui, il faut jouer avec le système de contraintes, hein, donc on est en contact avec Equivalent Digital Economics par exemple. On a des projets pédagogiques, donc j'ai parlé d'un label sur les syllabus de finances durables. Alors pour ceux qui vont être accrédités là, par SCSB, ça peut être quelque chose qui peut jouer, voilà, c'est une arme qu'on peut retourner hein, contre le système, donc le coup de tampon SDSN. On a un projet de manuel, nouveau manuel de finances, donc, qui sera coordonné par un quatuor de choc, hein, donc Yamina qui est là, Christophe Révelli, Catherine Cariotis qui est partie et Alexandre Rambaud, voilà, donc un bureau de coordination, mais on va faire appel à la collectivité pour nourrir ce manuel, sachant que l'idée c'est vraiment de produire un textbook de référence dans les canaux internationaux qui soit traduit en plusieurs langues. Voilà. Ce manuel il sera en plus imbriqué dans un projet plus large qui est le Sulitest, c'est-à-dire c'est l'équivalent du TOEFL au développement durable, donc on aura un module finance durable. Voilà, je crois qu'on a un boulevard devant nous, il va falloir être réactif, jouer collectif, voilà, après, tout dépend de nous. Voilà. Donc voilà, vous aurez mes nouvelles par mail, et puis merci pour ces 3 jours qui ont été, en tout cas de mon côté, très stimulants. Oui, alors moi c'est donc Finance Watch Bruxelles, que vous connaissez peut-être, je suis même pas sûr que vous connaissiez tous. Moi ces 3 jours j'ai beaucoup appris, et je dis merci à tout le monde, c'est intimidant de parler avec des gens dont on lit les livres, mais quand même il y a un truc, c'est que c'est un peu déprimant. Parce que moi je suis un garçon pragmatique, donc j'arrive, je veux des solutions toutes faites, et là qu'est-ce qui se passe? On a que des problèmes insolubles, on a des trucs, on a tellement de problèmes que c'est d'une ampleur qui est phénoménale. Et il n'y a pas de solution toute faite, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais par contre il y a des choses qu'on sait. Et donc nous, Finance Watch, on se concentre sur les choses qu'on sait. Et non seulement ça, mais en plus, il y a des fissures, il y a des marges de manœuvre d'abord, et des choses sur lesquelles on peut avancer, sur les questions de stabilité, d'éthique, sur les questions de transition, et on les joue toutes, on essaye de les jouer toutes. La deuxième chose, c'est qu'il y a des opportunités politiques. Donc je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas vu mon chronomètre, donc je veux dire, je suis sûrement dépassé mon temps. On se souvient quand même en 2012 du Banking Structural Reform, qui était la tentative de Barnier de séparer les banques à l'échelle européenne. On est passé à ça quand même. Hein. Et nous, on s'est battu autant qu'on a pu. Et ce qui se passe, c'est que les opportunités politiques qui viennent, il y en a plein. Il y a le Momentum Climat, Banque du Climat, tout le monde qui se réveille sur ça. Le NGFS, le régulateur des banques centrales qui se pose des questions de risque climatique. Il y a le Big Tech qui s'empare, qui menace les intérêts existants et qui va vraiment retourner les rapports de force, qui peut nous permettre de placer des idées. Et puis il y a une nouvelle Commission européenne, il y a un nouveau Parlement européen. Et donc tout ça, c'est des opportunités et c'est des marges de manœuvre sur lesquelles il faut jouer. Donc, moi, juste Finance Watch en quelques mots, on a 2 pôles. On a un pôle Outreach, c'est-à-dire communication, campagne et membres, gestion des membres d'une part, parce que Finance Watch est une organisation de membres, donc on représente des organisations et des individus. Donc, à titre d'exemple, on a le Secours catholique qui travaille sur les inégalités et la financiarisation. C'est un exemple. Et on a un deuxième pôle, c'est recherche et plaidoyer, dans lequel on produit des rapports, des policy papers, on répond à des contributions de l'Union européenne, à des consultations publiques, et on fait des activités de plaidoyer. J'ai pas le droit de le dire selon notre ligne de financement public, mais en fait on fait du lobbying. Ah bon, voilà. J'ai pas le droit de le dire, hein, donc s'il vous plaît. Mais donc du contre-lobbying en fait. Alors j'aurais aimé montrer toutes mes belles images pour vous montrer les campagnes qu'on a faites cette année. On a fait le guide Finance Watch des élections européennes, où on a matricé les propositions des grands partis, des grands groupes politiques par rapport à nous, notre vision de qu'est-ce qu'une finance stable, une finance avec une meilleure représentation des intérêts, etc. Et dans lequel on a donné des notes au programme des partis politiques, de manière à ce qu'on puisse plus tard aller les voir et leur dire, dis donc, d'abord eux ils se sont dit, mais comment ça se fait que moi je suis PSE et je suis moins bien noté que les Verts, alors que machin, donc il y a aussi ça, donc ils se sont engagés encore plus. Et puis deuxièmement, derrière, nous au Parlement, ils vont arriver au Parlement, on va leur dire, dis donc,
C'est ce que tu as fait en école, en comité économique la dernière fois, tu avais promis ça. Et c'est écrit, quoi. Tu t'es engagé publiquement. Deuxième campagne, c'est celle qui est très récente, c'est celle sur la transparence du lobbying financier vis-à-vis des députés. On a 500, sur 6500 des candidats qui se sont présentés aux élections européennes dans, je ne sais plus, 10 ou 17 pays, qui se sont engagés à une charte de transparence qui est assez ambitieuse. Et parmi les 500, il y en a 70 ou 75 qui ont été élus. Donc on a 75, un vivier de parlementaires qui se sont engagés vis-à-vis de nous. Il y a d'autres campagnes. En plaidoyer, on a un portail sur la régulation de la finance qui est structuré, j'aimerais vous le montrer mais je ne peux pas, sur Retail Financial Services, Banking, tout est assez structuré, donc on fait pas mal de choses comme ça. Et on fait du contre-lobby, en plus de campagnes vraiment précises sur les fintech, les créances douteuses ou le plan d'action finance durable, on fait du contre-lobby, par exemple, sur la question du Green Supporting Factor, qui consiste, vous connaissez peut-être tous ça, j'imagine. En gros, l'idée, c'est de réduire les besoins de fonds propres pour les actifs verts, pour soi-disant financer plus la transition. Mais en fait, c'est juste une excuse pour réduire les capitaux de besoin de fonds propres. Et donc, quand on dit ça à des associations environnementales, ils nous disent non mais c'est quand même vachement bien d'avoir plus de finances des projets verts. Ils disent non, il ne faut surtout pas sacrifier la stabilité au climat, parce que la stabilité financière fait partie de la soutenabilité. Donc et les gens ne voient pas du tout, il y a un aspect pédagogique, et j'en viens à cet aspect pédagogique sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les académiques. On a lancé Finance Watch Allemagne, ça c'est fait, donc j'en parlerai pas, je n'ai pas le temps. En France, on a deux sous-groupes. Un premier groupe qui est les membres et amis de Finance Watch, une petite liste qui s'appelle Changer la finance, donc on essaie de réfléchir sur comment on peut avancer et saisir les opportunités à l'échelon. Et en fait, l'idée c'est de les coordonner avec l'échelon allemand et bruxellois évidemment, puisqu'il faut pousser à la fois l'échelon communautaire de Bruxelles et les échelons nationaux pour toucher le Conseil. Et une liste finance